Salut à tous, je m'appelle Tony Diaz et je suis freelance dans le développement logiciel. En début d'année, mécontent de ma situation professionnelle, j'ai décidé de quitter mon CDI pour autre chose. Je ne savais pas quoi, mais rapidement ça a pris la forme du freelancing et de l'indépendance. Dans mon activité, je rencontre pas mal de gens qui, à un moment donné de leur carrière, ont switché, changé ou juste pris des décisions qui ont impacté leur quotidien. Avec ce podcast, j'essaye de leur donner la parole et de les laisser nous raconter leur expérience et leur histoire. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Théo Fischer, un indépendant qui, dans son quotidien, casse les codes, les préjugés et les processus. Je crois qu'il ne m'en voudra pas si je dis qu'il a horreur du «on fait comme ça parce que c'est comme ça» ou «ça a toujours été comme ça, du coup pourquoi faire autrement?» C'est son quotidien, c'est ça qui combat. Il nous raconte son quotidien de freelance, comment il a vécu la crise du Covid avec ses mauvais côtés mais aussi ce qu'il a pu en tirer. Comment est-ce qu'il est arrivé dans le domaine viticole et comment il a créé une association autour de ça. Avec Théo, on ne se connaît pas du tout. On a fait un appel téléphonique de une demi-heure avant de faire cette rencontre. Ce qui m'a poussé à l'inviter dans le podcast, c'est sa campagne de crowdfunding qu'il a lancée avec son association autour du domaine viticole. Donc, petit appel à l'action avant de démarrer l'épisode. Dans les notes de l'épisode, vous allez trouver un lien qui va sur wemakeit.ch avec le nom de la campagne La ville, la vigne, la vie. Vous y trouverez la description du projet, son objectif, pourquoi ils font ça. Et je vous propose de jeter un œil et de voir les contreparties qui sont assez drôles ou très intéressantes. Donc voilà pour le petit appel à l'action. Je vous laisse et profitez de l'épisode. Salut Théo, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Je suis un petit peu fatigué là. Plein de choses sur la... plein de pain sur la planche, mais sinon ça va pas mal. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu et que fais-tu? Donc je m'appelle Théo, j'ai grandi dans la région, donc Veuvezanne, en fait à Saint-Léger juste en dessus. Maintenant j'habite par là, je viens de déménager avec ma copine, donc à La Tour de Paix. Et ce que je fais, waouh, c'est compliqué. Ou c'est complexe plutôt. Mais je pense que ce que je fais réellement, c'est d'essayer de me réapproprier euh, tout ce qui m'entoure ou tout ce qui me fait vivre. Du coup, tous les processus, les processus qui sont liés à ma vie d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, j'appelle ça la facilitation, du coup. Comment est-ce que j'arrive à faciliter certains processus, qu'ils soient collectifs ou individuels, pour permettre, soit à moi, soit à des groupes ou des personnes de se réapproprier leur manière de faire, leur manière d'être. Donc pour moi, concrètement, ça s'applique à mon alimentation, que ce soit avec le projet de la vigne ou bien des projets de jardin que j'ai, ma santé avec l'école des plantes médicinales, ou simplement en devenant freelance, en me réappropriant mon outil de travail, en fait. Ok, donc on pourra creuser plein de choses par la suite. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas? Waouh. Bonne question. Il y a beaucoup de choses que les gens savent. Qu'est-ce qu'ils savent pas? Je pense que ce qu'ils savent pas, et qui des fois me dérange un petit peu, c'est peut-être un truc débile, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que je crois que j'aime beaucoup la bière, mais je la digère très mal. Donc des fois, je suis de mauvaise humeur quand je bois beaucoup de bière. Ça doit être à cause de ça. Pas mal. Donc aujourd'hui, moi je t'ai invité surtout parce que tu as un projet en cours et je trouvais pertinent de t'inviter aujourd'hui et pas plus tard. C'est le projet qui est nommé la ville, la vigne, la vie. C'est un projet de crowdfunding sur wemakeit.ch. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet et de son histoire? À fond. Du coup, tout est né l'année passée. Pendant le confinement, où du coup, moi, en tant qu'indépendant, j'avais perdu beaucoup de mes contrats, vu que je travaillais, ou je travaille toujours vraiment en physique avec les gens, comme tu disais, où c'est différent d'avoir un interview où il y a une personne en face de toi,
ou si c'est par Zoom ou bien par téléphone. Mais là, c'est la même chose dans les interventions que je fais. Donc, vu qu'on n'avait plus le droit de se rencontrer, beaucoup de ces contrats sont tombés à l'eau. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans la région, de prendre ce temps-là, en fait, de découvrir un des patrimoines régionaux. Et puis, du coup, je suis allé beaucoup travailler dans la vigne. En fait, c'est hyper drôle parce que là, c'est presque le seul truc qu'on voit en regardant par la fenêtre. Tu vois, cette chose qui est un peu tout autour de nous, où on est tous fiers du Lavaux. C'est une belle région où on parle beaucoup des vignerons, on boit beaucoup de vin. Mais en fait, comment c'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le travail qu'il y a réellement à faire là-dedans? Ça m'intriguait à fond. Donc, je suis allé travailler beaucoup chez Jean-Christophe Picard, un des 7 vignerons en bio et biodynamie du Lavaux. Et ça m'a beaucoup plu, en fait, d'être dehors plutôt que d'être devant mon ordi, de pouvoir respirer l'air frais, de regarder juste en dessous de mon épaule et tu vois ce paysage magnifique. Je me suis dit, ce serait cool d'avoir un petit bout de vigne à s'occuper comme ça, un peu à temps partiel. Et j'en parlais un peu beaucoup autour de moi, et il y a pas mal de gens qui étaient intéressés aussi. Je pense que ça a pas mal attisé ce retour à la nature, le fait d'être confiné chez soi, et de remarquer qu'au final, être devant un ordi, c'est pas si fun que ça. Donc, le jour où Jean-Christophe m'a rappelé, il m'a dit genre, je crois que j'ai un bout de vigne pour toi. Moi, j'avais déjà une petite armée prête à intervenir. Donc, quand on a eu ça, je suis allé la voir et j'étais direct là, bon bah, faut qu'on le fasse. Donc, on s'est réunis. On a créé l'amicale viticole du col de Onsla. C'est notre petit nom. Et on s'est dit, bon, bah, c'est parti, on va tester, quoi. On va apprendre en même temps sur le tas. Y a aucun de nous qui est vigneron. Je pense que la personne qui a le plus d'expérience, c'était moi, en ayant fait les travaux de la vigne l'année passée, mais au final, j'en sais pas beaucoup plus. Donc, à chaque étape, on découvre un petit peu la manière de faire. Et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se réapproprier aussi ces processus-là? Est-ce qu'on doit vraiment suivre la manière de faire du Lavaux ou de la région? Est-ce qu'on n'arrive pas à chatouiller certains de ces processus, à les faire différemment? Et ouais, en fait, à se réapproprier cet engin de production. Ok, et du coup, aujourd'hui, donc vous avez créé une association, si je ne me trompe pas. Ouais. Et le but de ce projet, c'est quoi concrètement? Le but, je pense que à la base des bases, c'est juste qu'on est tous assez fans de vin, donc c'était de pouvoir faire notre propre vin. Et je pense qu'au fur et à mesure, plus on découvre, plus il y a de niveaux, plus il y a de couches dans ce projet qui sont hyper intéressantes. Et je trouve que pour moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une réaction collective à un problème qui devient sociétal, que ce soit le changement climatique ou notre rapport à l'agriculture, comme on l'a vu là maintenant, c'est des questions qui sont assez dominantes avec les votations. Donc plutôt que d'attendre que l'État fasse quelque chose ou que la société réagisse, comment est-ce qu'on arrive à s'organiser et à ensemble, de manière décentralisée, sans hiérarchie, faire quelque chose qui nous plaît, mais qui aussi attaque ou qui s'attaque à certaines des problématiques qu'il y a devant nous. Je pense aussi, enfin, il y a beaucoup d'angles dans ce projet qui sont hyper intéressants. Ok, et aujourd'hui, pourquoi en 2021 vous lancez un crowdfunding? Parce que l'air de rien, il y a pas mal de barrières financières pour rentrer dans le milieu de l'agriculture. Enfin, même si nous, on fait beaucoup à la main, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on est un petit groupe avec une relativement petite parcelle, il y a quand même beaucoup de choses qui sont motorisées, on va dire, ou pour lesquelles on a besoin d'un certain nombre de petites machines ou de matériel. Et vu qu'on est tous un petit peu, toutes et tous au début de notre carrière, on n'a pas forcément les moyens financiers pour dire genre bim, on va s'acheter un atomiseur, ou bim, on va s'acheter des boys, ou bim, on va pouvoir investir 15 000 francs pour remplacer les cèpes. Donc c'est surtout pour ça, en fait, on a besoin d'un petit peu de sous. Et en même temps, on se dit que c'est un super bon outil pour faire parler de la problématique et puis pour attirer les gens un petit peu sur notre terrain, en quelque sorte. Ouais, je pense que ça permet de créer un peu un engouement autour de votre projet et de impliquer les gens, puisque dans votre projet, actuellement, vous donnez des contreparties. Donc, les gens qui participent ou qui aident votre projet peuvent un peu participer, soit en venant vous rendre visite, soit en recevant du vin qui sera potentiellement cultivé
cette année ou l'année prochaine, ou des petits accessoires qui font souvenir, qui font toujours plaisir. Donc c'est assez cool. Aujourd'hui, donc, c'est toi et un de tes collègues qui avez mis ce projet-là en place de crowdfunding, si je me trompe pas. Comment est-ce qu'on prépare ça? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont? Ou bien est-ce qu'on écrit un texte, on le poste sur WeMakeIt et on attend que ça se remplisse? À la base, du coup, dans la sauce, on est 9. C'est juste qu'on est 2 à avoir fait le crowdfunding parce qu'il fallait un profil. Mais sinon, on a quand même réfléchi collectivement à ça. Il y avait, en fait, si tu veux, on avait commencé ce truc parce qu'il y avait aussi une belle occasion de WeMakeIt où ils l'ont appelé le Impact Fund. Où en fait, ils ont sélectionné un certain nombre de projets qui vont soutenir s'ils réussissent à atteindre leur financement. Donc en fait, nous, on a fait un financement à 25 000 francs, mais si on atteint notre objectif, WeMakeIt double la somme. Ok. Donc c'est aussi ça qui nous a motivés, qui nous a donné un petit coup de fouet, une date limite pour pouvoir compléter le projet. Donc ça, je pense que c'est pas mal d'avoir une petite carotte. Sinon, on serait peut-être encore en train d'écrire tous nos projets et puis de tourner autour du pot. Donc ça, c'était pas mal. Après, sinon, je pense que nous, on a beaucoup compté sur le fait qu'on est 9. Donc, de trouver une certaine somme, on s'est dit que c'était pas si compliqué à plusieurs. Donc, on n'a pas fait de stratégie de campagne ou de vidéos incroyables. On s'est plus dit, on va écrire vraiment ce qui nous tient à cœur, vraiment quels sont les points clés du projet. Et après, on avait, peut-être c'est une bonne ou une mauvaise impression, mais plus l'impression que en parlant, en communiquant, ça touchait quand même pas mal de personnes. Donc on s'était dit qu'on allait plus faire ça comme ça, en partageant, et tu vois. Enfin, c'est aussi comme ça que j'ai fini là, au final. Donc ça a pas si mal marché. Oui, exactement, parce que moi j'ai découvert Théo sur un post Facebook qui partageait la campagne, et du coup on s'est activé pour enregistrer ce podcast aussi vite que possible, comme ça on pourra le partager avant la fin de la campagne. Donc aujourd'hui, vous avez atteint à presque 20 000 francs, Ouais. j'ai regardé ce matin, donc il reste à peu près 5 500 francs pour atteindre votre objectif. Donc à la fin, je te laisserai faire un moment publicité si tu veux pour essayer d'engager les gens. Mais au final, moi je trouve que c'est un beau projet. Il regroupe plein de valeurs que j'ai en commun aussi. Et on a grandi dans la même région et tout ce que tu as expliqué avant et tu as décrit dans le projet, moi ça me parle, puis c'est hyper pertinent, donc c'est cool. Je te propose de passer dans une partie où on va un peu plus parler de toi, qui est Théo, comment il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Cette partie, je l'appelle le déclic. Je sais pas si avec le temps je changerai de nom ou pas, mais en gros, en 2020, moi j'ai fait le choix de changer d'activité professionnelle. Je suis parti à la recherche d'un quotidien qui m'apportait plus de sens. Et j'ai un peu regardé ton parcours et j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de changements aussi ou de moments clés qui t'ont fait en fait continuer tes études, puis changer, passer indépendant, puis donner des cours potentiellement à Burier au gymnase. Enfin, il y a eu pas mal de choses et je vais essayer de comprendre quels ont été les moments clés. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours académique puis professionnel? Disons que dans tout mon parcours académique, le focus principal, c'était l'économie. C'est vraiment un truc qui m'a toujours intrigué depuis que je suis petit et qui m'a permis de me poser certaines questions assez rapidement. Mais en gros, moi, ce qui m'intéressait, je pense que vraiment hyper honnêtement, j'étais relativement fort à vendre des choses et à accumuler une certaine somme d'argent pour un certain âge. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. Un peu, vraiment la pensée, on va dire, de droite, très économiste, de la maximisation du profit et de comment est-ce qu'on fait tourner une entreprise pour au final gagner plein d'argent et puis que ce soit cool, comme dans les films. Je pense que j'avais une vision hyper naïve de la chose. Et je crois que c'est à l'université que j'ai pris ma première grosse claque. Où,
un peu malgré moi, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Oikos à l'université de Saint-Gall, qui s'intéressait à comment est-ce qu'on arrive à mettre plus de durabilité dans l'économie et la manière de gérer les entreprises. Et moi, c'est pas du tout un truc qui m'intéressait, c'est juste que j'avais des potes un petit peu là-dedans. Au début, j'en faisais pas du tout partie, c'est juste que ils ont commencé à me poser des questions pour lesquelles j'avais vraiment aucune réponse, et que je m'étais jamais vraiment posé. Je me souviens plus exactement comment ça allait, mais c'était vraiment des questions de l'ordre de comment ça se fait que quelqu'un peut débarquer dans la forêt, couper un arbre, sans rien demander à personne, sans avoir besoin de payer quelque chose, et tu peux juste le revendre à quelqu'un. Comment ça se fait que tu arrives à transformer quelque chose qui n'a aucune valeur en valeur? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te permet à toi de le faire et pas forcément à moi? Ça peut être, je crois que c'était pas forcément par rapport à un arbre, mais c'était par rapport au pétrole ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait méga intrigué, je m'étais jamais vraiment posé cette question. Et ma deuxième grosse claque, c'était pendant mon échange. J'étais parti à l'université de Columbia à New York. Et il y avait vraiment des profs incroyables qui faisaient ce lien entre l'économie et la société que moi j'avais jamais vraiment fait. Au début, j'avais juste la vision de nouveau super naïve de quand tu sors du gymnase, on t'a appris l'économie c'est la comptabilité, l'économie c'est maximiser, faire un max de bif, puis c'est ça quoi. Et du coup de voir certains liens, de voir le rapport hyper proche de qu'est-ce qui se passe quand certaines personnes maximisent leurs bénéfices sans réfléchir au reste en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on décomplexe une science, déjà d'appeler ça une science c'est hyper étrange, un domaine qui est autant complexe et de le rendre autant simple, ça crée des dysfonctionnements comme on l'a vu en 2008, comme on l'a vu encore même maintenant, comme on le voit un peu tout le temps. Donc ça m'avait pas mal choqué et ça m'avait donné genre un bon seau d'eau froide. Donc quand je suis rentré, je me suis direct dit bon, je vais essayer d'écrire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné pendant mon éducation classique, qui était la croissance. Au final, notre système économique est basé sur la croissance. C'est un peu la panacée à tous les problèmes. Tu peux lire des livres, vraiment, ils disent t'as des problèmes de chômage, t'as des problèmes de criminalité, t'as des problèmes de dépression, t'as des problèmes de burn-out, tout ça. Croissance, ça va régler tout ça. Pas de problème. Faut juste que ton PIB y croit et tout va être réglé. C'est un peu comme ça qu'on m'a éduqué en quelque sorte, et du coup je voulais un petit peu challenger ça et regarder quels seraient les moyens de parvenir à une société à croissance économique zéro, et qu'est-ce que ça implique. Et ça, je pense que c'était le premier réel déclic où je me suis dit ok, ma remise en question elle est plus seulement intellectuelle, je suis obligé de me dire est-ce que je vais appliquer ça dans ma vie, ou est-ce qu'au contraire je vais ignorer le tout et faire comme si j'avais jamais écrit ça, comme si j'avais jamais découvert toutes ces problématiques là. Mais en fait, c'était pas possible. Ok. Et du coup, si je comprends bien, donc tu as fait un parcours académique où tu as fait l'école obligatoire, le gymnase, puis l'uni avec certains échanges entre Saint-Gall et donc l'échange à Columbia. Et c'est au cours de ce parcours-là, donc qui était très orienté sur l'économie, que tu as eu plein de questionnements et plein de changements qui ont commencé à arriver. Et après, est arrivé le moment où tu dois te lancer dans la vie professionnelle. Et là, c'était quoi ton parcours? Ça a été quoi entre le moment où tu as fini tes études et aujourd'hui? Je me suis quand même dit, ok, avant de pouvoir totalement réfuter le système classique où je vais travailler pour une grande multinationale et me faire plein d'argent, enfin le parcours un petit peu classique que tous les gens de mon université rêvaient, je me suis dit, bon, je vais quand même le tester, juste pour voir comment c'est. Et j'ai fait un stage en marketing à L'Oréal, à Genève. Et après, je pense, après 3 jours, j'étais déjà en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sérieux. Donc je savais clairement que c'était pas possible pour moi de mentir pendant toute ma carrière et de me dire, genre, ouais, non, je veux juste faire ça en pensant gagner un petit peu d'argent et peut-être vers 40 ans, je vais commencer à poursuivre ma passion. Donc tout ce parcours-là, c'était assez rapidement un no-go. Je me suis assez rapidement dit, genre, non, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire ça. Donc j'avais écrit à un pote de l'université que je savais qu'il faisait... À l'époque, je savais que c'était quelque chose en rapport avec l'entrepreneuriat social. J'avais aucune idée de ce que c'était l'entrepreneuriat social. Je me dis juste, ouais, c'est un petit peu pas ordinaire,
et ça sonne bien, donc je vais lui écrire, savoir ce qui se passe. Donc j'ai fait un stage chez Euphoria. C'est une toute petite structure qui était entre Genève et puis Berne, qui avait commencé en tant que groupement d'étudiants, en fait, pour aider toutes les personnes, ou surtout tous les jeunes qui se sentent touchés par les problématiques actuelles, qui sont globales, mais aussi extrêmement locales, de passer d'une envie de faire quelque chose à un projet concret. En fait, où on en avait marre de tous être là après une journée de cours à boire des coups, et en fait on est tous en train de réinventer le monde, et le lendemain tout ce qui nous reste c'est la gueule de bois, quoi, sans forcément avoir des projets concrets. Donc comment est-ce qu'on arrivait à amener des jeunes à fondamentalement repenser leur rapport aux autres, mais leur rapport à eux-mêmes et à leur volonté de vraiment faire quelque chose. Donc c'était justement, c'est là où l'entrepreneuriat social entrait en jeu. C'était vraiment des projets où on habilitait ces jeunes à réfléchir pendant 3 jours et à concrètement lancer un projet local qui a un impact sur une problématique globale. Et après, à travers ça, on a commencé à intéresser un petit peu des entreprises où ils se sont dit, ouais, mais vous commencez à être experts de votre génération. Et nous, on commence à avoir des problèmes justement d'engagement des jeunes, d'attirer des jeunes, et comment est-ce qu'on fait en sorte d'être de nouveau attractif pour toute cette génération qui semble complètement désengagée du marché du travail. On se demande pourquoi. Donc pour nous, c'était une manière super intéressante de rentrer dans ces entreprises à travers cette porte-là que eux nous avaient ouverte pour parler de toutes les autres thématiques. Que ce soit justement la durabilité, comment est-ce qu'on réaborde l'économie, et de pouvoir créer vraiment des espaces de réflexion et de rapprochement de toutes les générations. Donc où on cassait vraiment toutes ces structures hiérarchiques, toutes ces structures générationnelles, et de mélanger vraiment les apprentis ou les personnes qui venaient de commencer dans l'entreprise avec un peu les dinosaures, les CEO et toute la board de direction, pour les mettre ensemble et de regarder qu'est-ce qui se passe en fait. Et ouais, c'était super super profond en fait. Moi je m'attendais pas du tout à rentrer dans ce genre d'espace, de devoir faciliter justement ce genre de processus là et ce genre de changements qui sont vraiment hyper profonds. Et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre aussi un petit peu, parce qu'on commençait à faire les mêmes choses, les mêmes programmes, et au final pour moi il y avait un problème où on n'était plus réellement les activistes comme on était au début, mais ça devenait presque un peu une petite institution qui comme toutes les autres, au final, tournait simplement pour payer des salaires plus que pour avoir un réel impact. Donc je me suis dit, bon, je vais aller continuer mes études, et je suis parti à l'étranger, en Suède, étudier un master qui s'appelle le Master en Leadership stratégique pour la durabilité. Et je voulais absolument aller là-bas parce que c'était pas un master académique à proprement dit, où il y avait un prof devant qui nous donnait du contenu et du savoir, mais c'était vraiment une exploration collective internationale, où ils ont essayé de ramener la plus grande diversité d'étudiants possible. Donc on était une quarantaine, on représentait 21 pays, à peu près autant de langues, autant de cultures, de religions, de métiers, et du coup de collectivement essayer de découvrir quel genre d'espace, quel genre de communauté, quel genre d'échange, quel genre de relation est-ce qu'on a besoin pour amener le futur qu'on a envie de voir. Et du coup c'est comme si j'avais appris tout mon savoir-faire chez Euphoria et vraiment mon savoir-être après pendant ce master-là. Puis après, en combinant les deux, c'est comme ça que j'ai lancé ma carrière d'indépendant, en fait. Ok, donc ça, c'est arrivé fin 2018. T'as fini un peu ton parcours, comme tu dis, académique, et avec ces expériences de stages, mais qui ont été plus que des stages, parce qu'elles t'ont permis de trouver un peu quelque chose qui t'intéressait, parce que t'as fait ce stage chez L'Oréal. D'ailleurs j'avais noté le point, c'était à quel point cette expérience était éloignée de ce que tu fais aujourd'hui et des convictions que tu avais aujourd'hui. À des années-lumière, je pense. Du coup j'avais noté le point, et après ça, donc fin 2018, t'as eu cette expérience, tu commences à donner des cours d'économie au gymnase de Burier. À côté de ça, tu commences à intervenir pour UNITAR. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un projet en lien avec les Nations Unies.
Ou pas du tout? C'est une des... Si tu veux, les Nations Unies sont divisées en sections. Je pense que la plus connue, tu vois, c'est l'UNICEF, par exemple, qui s'occupe surtout de la question des enfants. Et UNITAR, c'est la question de la recherche et de la formation. Donc, au sein des Nations Unies. Ok. Et du coup, à ce moment-là, donc, tu te lances dans la vie active, officiellement, avec donc ton envie d'indépendance et de construire un peu ta vie professionnelle, si je me trompe pas. Pourquoi faire le choix donc de donner des cours au gymnase de Burier et aussi de lancer en parallèle comment ça s'est passé en fait ce moment qui a, d'après ce que j'ai pu voir, été un moment important parce que c'est le moment où tu t'es lancé et tu as eu plusieurs choix à faire à ce niveau-là. Donc comment ça s'est passé ta fin d'année 2018? Oh, c'est une bonne question. Je pense que ce qui m'intéressait réellement, c'était plus les expériences. Et vu que avec Euphoria, en fait, j'ai peut-être oublié de préciser ça, mais j'avais commencé par un stage et après, j'étais responsable de toute notre section qui était en lien avec les entreprises. Ok. Donc, disons que j'étais déjà proprement dit dans la vie active à ce moment-là, mais en tant que salarié. Et là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt que de me mettre vraiment sur des rails. Tu vois, j'ai beaucoup l'impression que c'est ça, en fait, quand tu rentres dans le salariat, tu t'es posé sur des rails, t'as ton job, et c'est parti, t'as plus besoin forcément de te poser de questions, euh, t'as ton salaire qui tombe tous les mois, tes vacances qui sont préorganisées. Enfin, ce genre de truc qui m'intéressait pas vraiment, ou ça me faisait presque un petit peu peur. Euh, je voulais un peu plus explorer tous ces chemins de traverse, et de me dire, ok, dès qu'il y a une opportunité qui correspond à peu près au chemin que je suis en train de prendre, est-ce que je pourrais pas aller faire une petite bifurcation par Burier ou une petite bifurcation à gauche à droite. Donc tu vois, tout ce que je fais au final, ça reste de la formation, même si c'est pas de la formation formelle, euh, ni de la formation universitaire ou académique, mais ça reste quand même où j'essaie vraiment de créer des espaces qui débloquent certaines choses chez certaines personnes, ou chez certains groupes. Donc c'est ça qu'on faisait vraiment avec Unitar, c'était eux, ils ont enfin, on a pu soulever des grosses problématiques comme qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'intérieur de l'ONU, qui est une aussi grosse structure qui veille à l'égalité entre les pays, entre les continents, et vraiment à tous se mettre sur un même piédestal, quand au sein même de l'organisation, c'est pas du tout le cas, où les stagiaires sont pas payés, le travail des jeunes n'est pas valorisé. Comment est-ce qu'on arrive à leur redonner un petit kick par rapport à ça, à leur redonner de la place et une certaine valeur au sein de la structure. Donc pour moi, c'était vraiment de la formation, on va dire, un petit peu informelle et professionnelle. Et du coup, il y a mon ancien prof du gymnase qui m'avait appelé en me disant ah, on cherche un remplaçant, en fait, pour l'économie, avec qui j'avais gardé des très bons contacts. Et je me suis dit, ouais, en fait, ce serait hyper intéressant d'avoir un petit aperçu de à quoi ça ressemble l'éducation formelle. Finalement, moi, j'étais à Burier aussi, mais j'ai vécu ça de l'autre côté du banc. Et de me dire, ouais, jusqu'à quel point est-ce que les profs ont vraiment beaucoup de pouvoir sur le curriculum? Et jusqu'à quel point est-ce que on peut commencer à s'amuser avec tout ça et à vraiment enseigner les choses qu'on a besoin à ces jeunes. C'est un petit peu ces problématiques-là qui m'intéressaient. Je me disais, moi, je suis un fervent critique de l'éducation formelle, on va dire, ou classique. Et du coup, vraiment, avant que ce soit pertinent, il faut que je l'ai vécu, il faut que je puisse baser mon argumentation sur quelque chose qui est réel et concret. Donc c'était un peu par pure curiosité que j'ai fini là-bas, quoi. Ok. Et du coup, ton intervention aux Nations Unies pour UNITAR, ça a été, si j'ai bien compris, ton lancement dans le monde du freelancing, vu que c'était une mission, je crois, en freelance. Euh, Comment est-ce que, après cette première expérience, tu as décidé de continuer et tu as commencé à démarcher, à trouver du coup tes premiers mandats et à trouver en fait d'autres clients? C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu la question qui m'a turlupiné pendant super longtemps la première année. En me disant, ok, bah, j'ai mon poste à Burier qui me ramène quand même un certain salaire. J'ai ce contrat qui était fixe avec Unitar. Qu'est-ce que je fais une fois que tout ça c'est fini? Et au final, j'ai pas fait grand chose.
j'ai vraiment beaucoup laissé les choses venir et les choses se faire. Et juste un petit peu de me mettre, enfin, d'être un peu là, coucou, j'existe et je suis là. Et regarder si ça intéressait les gens. Et en fait, de manière... Ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est de fil en aiguille. Plus je faisais des choses, plus je rencontrais des gens, plus ça m'amenait à faire des choses, plus je rencontrais des gens. Du coup, j'avais pas forcément besoin de très activement rechercher des clients, des personnes avec qui travailler. Ça, c'était ma première année, qui était 2019. Je me suis lancé en tant qu'indépendant, c'était quoi? Décembre 2018. Donc, 2020 a pointé le bout de son nez, et c'est là que les choses sont devenues un petit peu compliquées, on va dire. Ok, et je reviens juste sur deux choses que tu as dit juste avant. C'est le fait de faire coucou, j'existe, je fais des choses. J'ai le sentiment d'être en plein dedans, moi, actuellement. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que je pense que c'est pas une démarche, je dirais, active de recherche de clients ou de mandats ou de partenaires, enfin de choses à faire. Mais c'est quand même intéressant parce que, contrairement à certaines personnes, bah, j'ai le sentiment que toi, puis moi aujourd'hui, bah, on arrive quand même un peu à dire, on fait des choses, si jamais, bah, vous pouvez nous appeler, et du coup, indirectement, bah, ça peut ouvrir des portes et ouvrir des opportunités, juste par le fait qu'on en parle ou qu'on partage ça ou qu'on existe. Donc c'est assez cool. Et la deuxième chose, c'est par rapport à toutes les rencontres que tu as faites. Donc tu dis que en faisant ça, ça t'a amené des rencontres. À quel point ça a été impactant pour toi de rencontrer des gens de divers milieux, de divers orientations professionnelles ou autres. Comment ça a joué un rôle en fait dans ton orientation professionnelle à toi? Je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette diversité-là. Et des fois, ça me frustre un petit peu parce que la majorité des personnes qui tiennent les ficelles pour l'instant, ou qui sont des personnes avec même des partenaires potentiels ou des clients potentiels, c'est souvent les personnes d'une certaine génération, avec qui je sens qu'il y a quand même un immense écart entre ma manière de penser et leur manière de penser. Et qui ont besoin de beaucoup de travail, d'assouplissement avant que certains projets assez ambitieux puissent avoir lieu. C'est juste ça, des fois, que je déplore un petit peu. Je kifferais à fond voir beaucoup plus de jeunes dans des postes de décision ou dans des postes à responsabilité où, en fait, ça devient hyper bizarre, où on suit vraiment ce truc il faut avoir un certain niveau d'expérience, il faut avoir vécu toutes ces choses avant de pouvoir devenir, je sais pas moi, municipal ou chef d'un département, que ce soit même dans une ville, même dans des trucs qui sont pas forcément à but lucratif. Et c'est ça où j'ai l'impression que des fois il nous manque un petit peu de cette jeunesse pour avoir des aspects ou des projets qui sont bien plus radicaux que ce qui se fait actuellement, où en fait on fait comme on a toujours fait, mais un petit peu différemment. Donc des fois, j'espérais pouvoir rencontrer des gens un petit peu plus divers, mais c'est vrai que sinon, je travaille avec des personnes qui ont disons, un background professionnel qui est relativement divers, mais ça reste quand même la même génération, et du coup, cette diversité, elle est vraiment très rétrécie, je trouve. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question. C'est hyper intéressant parce que je pensais justement au contraire. Enfin, du coup, tu réponds totalement à la question parce que tu as cette diversité que moi je vois d'un point de vue externe, mais toi, de ton point de vue à toi, bah, cette diversité, bah, elle est réduite si tu la regardes sous un autre angle. Et c'est hyper intéressant, je trouve, de le voir comme ça. Donc si on revient sur le parcours, donc tu as dit 2020 est arrivé avec bah, ce qu'on connaît, avec le corona, avec tout un gros stop sur l'économie, sur les activités, et souvent j'ai l'impression que c'est les plus petits qui en ont le plus souffert. Oh, c'est clair. Aujourd'hui, comment t'as vécu en fait cette année, et puis comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Et moi, j'ai méga kiffé cette année. C'était trop bien. C'était ouf parce que ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. À peine elle commençait à s'installer, tu vois. J'avais à peine une année d'expérience en tant qu'indépendant.
où je commençais un petit peu à assembler des briques pour avoir une fondation plus ou moins stable, et direct dès le début, ouais, elles existaient plus, je pouvais plus m'appuyer là-dessus. Et ça devenait extrêmement intéressant aussi pour ma réflexion et par rapport à ce que je fais. Je pense que pour beaucoup de mes interventions ou de mes contrats, c'est basé sur la résilience. Comment est-ce qu'on arrive à recréer un écosystème, un groupe, une organisation, un collectif qui soit résilient, qui ait vraiment cette capacité à résister à des chocs qui sont inattendus. Souvent, c'est des conflits, mais là, ça devenait un choc qui venait de l'externe totalement, qui était réellement inattendu. Et du coup, pour moi, ça devenait presque de la pratique, de plus devoir en parler ou de plus simplement devoir ou pouvoir me cacher derrière des paroles ou certains acquis passés, mais là, je devais vraiment me dire, ok, comment est-ce que moi-même, j'adopte cette posture de résilience? Qu'est-ce qui, moi-même, en tant qu'individu, me permet d'être résilient et de résister à ce choc-là sans tomber dans des schémas classiques en disant, genre, bon, bah, je vais tout abandonner, je vais juste me trouver un poste tranquille, rémunéré, et puis faire comme si j'avais jamais essayé mon truc. Mais je voulais vraiment explorer ça jusqu'au bout et me dire, ok, je vais vraiment pas tomber dans mes peurs, parce que moi aussi, au final, à la fin du mois, je me disais, comment est-ce que je vais payer mon loyer? Comment est-ce que je vais réussir à me nourrir? Comment est-ce que je vais réussir à simplement tourner, quoi? Et ça, c'est beaucoup passé par comment est-ce que je revois ma vie, comment est-ce que je revois ma consommation, comment est-ce que je revois mon habitation, comment est-ce que je revois mon rapport au travail, et finalement de pouvoir aussi transformer certaines choses qui étaient des petits hobbies hyper spontanément en choses qui pouvaient tout d'un coup du jour au lendemain rapporter un petit peu d'argent. Par exemple, ça fait 4 ans maintenant qu'on a installé des ruches avec mon père dans mon jardin, enfin dans leur jardin du coup parce que c'est chez eux. Plus avec l'idée au début de vouloir aider les abeilles, de vouloir leur donner un petit endroit pour survivre et puis pour ça se trouve pour un petit havre de paix. Je pense que c'était ça notre objectif, de leur donner vraiment une main pour les secourir. Et ce qui était le plus drôle, c'est qu'au final, ça s'est totalement inversé, qu'en 2020, c'est finalement elles qui m'ont secouru. C'était une année extraordinaire pour le miel. Elles ont produit 80 kilos de miel. Et du coup, j'ai pu le revendre et me faire un petit peu d'argent juste pour survivre quelques mois en allant travailler dans la vigne. Clairement, l'agriculture, c'est pas là où tu seras payé des milliers et des cents. Mais ça m'a permis quand même d'arrondir les fins de mois, de remplir un petit peu ma cave avec du bon vin de la région. Donc c'était cool, c'était vraiment comment est-ce que j'arrive à jongler avec toutes ces problématiques-là et de faire avec tout ce qui m'est imposé en fait. Et de continuer à avoir le choix, de continuer à être indépendant et de pas forcément me laisser abattre par tout ce qui était en train de nous tomber dessus, quoi. Donc je trouvais ça hyper intéressant. C'était vraiment un peu un moment de gros challenge et en même temps c'était une méga opportunité de vraiment mettre en pratique tout ce que je prêche en fait. C'est super intéressant parce que j'ai l'impression que il y a très peu de gens, quand tu discutes avec eux de ça, qui sont un peu dans la zone grise et qui disent ah ça va sans plus, sans moins. J'ai l'impression de parler avec des gens un peu optimistes et qui du coup ils voient des opportunités, et ils voient qu'il y a eu un chamboulement et qu'ils ont réussi à en gros se poser les bonnes questions, à évoluer avec la situation puisque on pouvait pas y faire grand chose à part attendre que ça passe, même si aujourd'hui c'est toujours pas passé. Ou les autres qui, j'ai l'impression, sont un peu plus d'un avis pessimiste et du coup, ont soit attendu qu'on les aide et du coup l'aide est soit arrivée trop tard, soit pas arrivée, ou bien on laissait faire, on laissait couler et du coup aujourd'hui se plaignent beaucoup là-dessus. Donc c'est assez cool de voir ta vision en fait de cette année qui était un peu chaotique pour plein de monde et de voir à quel point oui ça a entravé ton début de freelance, d'indépendant, mais au final ça t'a apporté plein de choses là-dedans et t'en sors, j'ai l'impression, grandi en tout cas de ce que tu dis, de comment tu l'exprimes en tout cas et je trouve ça hyper intéressant. Tu parles beaucoup d'agriculture, de nature, de apiculture avec les abeilles. Comment est-ce que
tout cet univers-là de la nature est devenu important pour toi? Est-ce que c'est depuis que tu es tout petit, ou c'est venu avec le temps, ou est-ce qu'il y a eu un shift à un moment donné à cause d'un événement ou quelque chose? Je pense que c'est un peu les deux. Quand j'étais petit, j'étais vraiment extrêmement fasciné par plein de choses. J'ai eu mes périodes d'un peu tout, tu vois. De serpents, je connaissais absolument tous les serpents par cœur. J'allais au vivarium et je pouvais te dire les espèces et tout. Après, c'est passé par les oiseaux. Je connaissais tous les oiseaux, les chants et tout. Je militais aussi pas mal pour le VVF, tu vois, vu que j'étais assez fort à vendre des trucs quand il fallait aller faire du porte-à-porte et vendre plein de choses pour le VVF, je le faisais. Euh, et après, je pense que j'ai eu un peu ma période creuse en tant qu'adolescent, où toutes ces choses n'avaient plus forcément de valeur. Et c'est revenu un peu plus tard. Justement, comme j'expliquais, moi, je viens plutôt du monde économique, plutôt de la pensée économique, du rapport à la vie. Et ça paraît peut-être hyper bizarre pour beaucoup, mais en fait, pour moi, c'est vraiment... En recherchant ces thématiques-là, en creusant vraiment dans qu'est-ce que c'est l'économie et pourquoi est-ce qu'on doit forcément la faire croître, est-ce que c'est vraiment ça la réponse, de tomber sur une diversité d'auteurs et d'autrices qui ont des rapports tellement différents à même la définition même de l'économie, que je suis venu à presque créer ma propre définition en patchworkant pas mal de choses à gauche, à droite. Où réellement, pour moi, l'économie, en fait, au final, si on pouvait distiller ce concept, c'est vraiment les relations. Et du coup, la relation qu'on a autant avec nous-mêmes qu'avec les autres, mais aussi avec la nature, qui est vraiment pas seulement notre vaisseau, mais vraiment la chose de laquelle on fait partie aussi, mais qui nous nourrit, qui nous héberge, qui fait en sorte que toute la vie soit possible. Donc c'est pas possible de pas avoir de relation avec cet immense élément qui est partout autour de nous. Donc c'est vraiment un peu par réflexion intellectuelle au début, puis après au final je me suis dit bah ce serait hyper intéressant d'avoir quelque chose de manuel, de pouvoir aller me dépenser dehors, de mettre les mains dans la terre, d'expérimenter un petit peu avec tous ces concepts, que ce serait la permaculture, justement l'apiculture, la viticulture, toutes ces choses ça m'intéresse à fond, et de voir que au final ça se différencie pas autant que ça de ce que je fais. Tu vois, si je travaille avec un groupe qui est de nouveau un environnement complexe, il y a beaucoup de rapports à la nature que j'utilise comme analogie ou comme manière de travailler. Tu vois, la permaculture a beaucoup d'aspects sociaux qui sont hyper intéressants à réutiliser dans des processus collectifs. Et du coup, en fait, toutes mes pratiques commençaient à se nourrir les unes des autres. Où ma manière d'appréhender un groupe pouvait me permettre d'appréhender un jardin et inversement. Et qu'il y a plein de principes disons, du monde naturel qui sont en fait 100% applicables à la société humaine, quoi. Ok, cool, merci. Donc si on revient donc à aujourd'hui, donc avec toute ton expérience, tout ce que tu as pu vivre donc avec cette année 2020 et aujourd'hui potentiellement la reprise d'activité, comment se passe une journée type chez toi? Ça existe pas. Il n'y a pas de journée type. Ou peut-être une semaine du coup, est-ce que tu as des choses qui reviennent assez de façon récurrente ou pas du tout, c'est vraiment genre au jour le jour, c'est une totale exploration où tu fais des choses et puis juste tu kiffes et du coup c'est comme ça que tu vis aujourd'hui. Ouais, c'est plutôt un peu la deuxième option. Disons qu'il y a certaines choses qui sont obligées d'être planifiées à l'avance, surtout quand j'ai des contrats. Et des fois des contrats à long terme où on a des meetings réguliers, comme par exemple ce matin typiquement. Mais tout le reste de ma semaine sera totalement différent d'une semaine à l'autre. Même si j'ai certains petits trucs qui sont fixes, c'est assez au jour le jour, assez freestyle. Ce qui me permet quand même d'avoir justement la possibilité de tout d'un coup me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait? Qu'est-ce qui m'attire réellement dans le reste de ma journée? Ce qui me permet aussi de temps en temps de juste chiller, lire une BD, comme tout d'un coup partir sur un coup de tête, aller explorer un truc à gauche à droite. Genre des fois, juste partir et aller marcher dans des endroits que je connais pas. Donc il n'y a pas forcément de journée type, ni de
Ouais, ni de semaine type. Je pense que la seule chose qui se répète assez rapidement, c'est que j'ai très beaucoup de peine à me réveiller tôt le matin, donc ça commence plutôt tard. C'est peut-être la seule chose qui est fixe chez moi, on va dire. Ok. Avec toutes tes activités, que ce soit des activités professionnelles ou des activités, je dirais, secondaires, même si elles sont aujourd'hui peut-être plus importantes pour toi même, avec donc ton projet de vigne et de viticulture et tous les autres projets que tu as mentionnés, comment tu gères l'équilibre entre tes activités rémunératrices en termes financiers et les autres activités, que ce soit associatives ou autres? Je pense que ce qui est plus important pour moi, c'est vraiment mon rapport au temps, plus que autre chose. C'est combien de temps est-ce que j'investis dans différentes activités. Donc c'est plus un petit peu par rapport à ça qui j'ai pas de nouveau de on va dire de baromètre fixe qui me dit ok là j'ai investi trop de temps, là ça devient là pas assez. Mais c'est plus une question de feeling où j'essaie de regarder et de garder cette balance un petit peu pour moi de manière hyper abstraite de nouveau. Mais je pense qu'après ce qui devient important c'est que au final même si j'essaie d'avoir une vie différente, même si j'essaie de me détacher, on va dire, du système économique ou même social classique, pour essayer d'expérimenter ou de naviguer dans des chemins un peu de traverse, on va dire, il y a quand même cet impératif économique ou financier où à la fin de la journée, je dois quand même pouvoir m'acheter à manger et payer mon loyer. Mais vu que c'est un peu les seules charges financières que j'ai pas encore d'enfants, j'ai pas de voiture, j'ai pas tous ces trucs qui pompent un max d'argent, je peux garder toutes ces choses à un certain minimum. Et puis, je me suis plutôt demandé, ok, combien est-ce que j'ai besoin par année pour survivre? Et ce qui est ouf, c'est que cette année, à partir du mois de mars, j'avais déjà genre toute mon année qui était couverte financièrement. Donc je pouvais juste me dire comment est-ce que je vais remplir le reste avec des petits blocs Lego par-ci par-là. Je pense qu'après, moi, mon gros problème, justement, par rapport à ce rapport au temps, c'est que j'ai tendance à dire oui à tout ce qui me passionne ou tout ce qui me titille un petit peu. Et je me dis, waouh, ok, ça c'est cool, je vais encore rajouter ça sur mon agenda. Oh, genre, yes, trop bien, je vais réussir à gérer tous ces trucs. Et après, j'ai des situations comme cette semaine ou la semaine passée où il y a tout qui arrive en même temps et où je me retrouve à être en train de bosser à fond comme un fou pendant 1 ou 2 semaines et à la fin, je suis totalement lessivé. Et je me dis, bon, là, il faut que je prenne une semaine de vacances. C'est ce que j'ai fait la semaine prochaine, je pars en vacances, donc ça va être super. Mais c'est un peu ça, si tu veux. C'est vraiment d'essayer de me dire, ok, j'ai un certain impératif financier à respecter. Et une fois que j'ai respecté, tout le reste, ça devient, c'est que du bonus, quoi. Trop bien. C'est drôle parce que moi, je me suis lancé après toi et j'ai eu toute cette réflexion autour de l'argent qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'en avoir un minimum pour son loyer, se nourrir, s'habiller ou autre. Et, et du coup, juste de repasser en revue les dépenses, essayer d'établir un budget de survie, comme tu as mentionné, et de voir qu'est-ce qu'on a réellement besoin pour passer son année. J'ai fait l'exercice et je pense que si les gens le font réellement en mettant vraiment leurs vraies dépenses et qui regardent typiquement à la fin d'une année combien ils ont dépensé par rapport à ce qu'ils estimaient, la différence sera énorme. Et comparer cet argent par rapport à combien ils nécessitent pour vivre, tu as aussi un écart qui est monstrueux dans tous les petites choses qu'on dépense au quotidien sans y prêter attention, parce qu'aujourd'hui on paye même plus avec de l'argent directement, c'est avec carte. Du coup il y a beaucoup de facilité de l'utiliser beaucoup plus vite que si c'était de l'argent physiquement dans tes mains. Donc je trouve l'exercice hyper intéressant et c'est drôle parce que j'ai fait l'exercice et vraiment à la fin je suis arrivé à peu près au même raisonnement. J'ai ça qu'il faut que je gagne par an et si j'y arrive, tout le reste ça sera du bonus et du temps que je peux allouer soit sur des projets perso, soit sur typiquement le podcast aujourd'hui, de pouvoir échanger avec des gens, de faire des rencontres
qui je trouve hyper intéressante. J'ai toujours aimé rencontrer et échanger avec les gens. Et du coup, c'est assez drôle de voir qu'on arrive à peu près à la même réflexion là-dessus. Après toutes tes études, ton parcours académique, le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, quelle est ta vision sur le monde du travail de demain? Comme je t'ai dit avant, moi, je pense que ce qu'il nous faut, c'est réellement des changements radicaux. C'est pour ça aussi que j'aime bien, je dis assez souvent que je suis facilitateur de changements radicaux. Parce qu'au bout d'un moment, tout ce qui est cosmétique, ça sert à rien. Tu vois, tout... Pour moi, même le fait d'avoir de pouvoir faire du home office et du travail à distance, c'est tout des petites choses cosmétiques. Au final, ça change pas l'essence même du travail. Et c'est ça, pour moi, la réelle révolution, où ce sera de pouvoir habiliter tout le monde à réellement se poser cette question de, en fait, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que j'apporte sur cette planète? Tandis qu'aujourd'hui, la question principale du marché du travail, c'est juste, comment est-ce que j'arrive à gagner de l'argent pour pouvoir payer mon salaire et puis que je tourne, quoi. Et je vois tellement de gens, en fait, surtout des plus vieux, qui sont tellement coincés dans cette logique, où en gros, ils sont en train de sacrifier toute leur vie juste pour avoir un certain nombre d'argent à leur retraite, ou pour pouvoir maintenir un certain train de vie qui leur fait même pas forcément plaisir. C'est un peu j'ai l'impression que les générations d'avant sont un peu des contre-inspirations. Alors je me dis genre, ok, alors tous ces trucs, c'est exactement ce que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie d'avoir un travail que je déteste, mais que je suis obligé de faire pour maintenir un train de vie, ou pour être sûr qu'à ma retraite, j'aurai assez d'argent pour pouvoir profiter sans devoir travailler. Donc je rêverais vraiment de voir un marché du travail où en fait ça devient déjà probablement plus un marché, et que le travail n'est plus un travail. Où quand je regarde ma vie, j'ai presque plus de distinction entre qu'est-ce qui est du travail et qu'est-ce qui est simplement de la vie en fait. Et être quelqu'un, plus que devoir faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment cette dualité qui est extrêmement importante et qui était hyper abstraite les premières fois qu'on me l'a dit. Mais c'était vraiment cette dualité entre être et faire. Où aujourd'hui, dans notre société actuelle, on nous habilite à se poser la question de c'est ce que tu fais qui va définir qui tu es. Tu vois, on te demande au début direct, genre, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et on va pouvoir te mettre dans des jolies petites cases, genre, toi, t'as fait des grosses études, donc t'es là-bas en haut, toi, ok, t'es maçon, t'es plutôt là-bas en bas. Alors qu'en fait, ça devrait être totalement l'inverse. C'est qui on est en tant qu'individu qui va nous amener à faire les choses qu'on devrait faire, en fait. Et j'adorerais voir cette inversion-là. Autant abstrait que ça sonne, je pense que ça passe aussi à fond par l'éducation. C'est pour ça que ça m'a intéressé de voir l'éducation formelle et que ça m'intéresse toujours de faire de l'éducation informelle. C'est par rapport à ça, vraiment. Qui tu es définit ce que tu vas faire. Et j'adorerais voir une société qui est basée là-dessus, plutôt que basée simplement sur il faut que je fasse de l'argent pour tourner, il faut que je puisse m'acheter une villa un petit peu plus haut là, et puis que suivre ce modèle qui en fait ne convient pas à la majorité de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros avantage que toi, tu as trouvé dans le fait de te lancer en tant qu'indépendant? C'est qu'aujourd'hui, tu arrives à t'identifier dans ce que tu viens de dire par rapport à ton quotidien? À fond, je pense que moi, ça devient... Je déteste, ou je commence à avoir beaucoup de peine avec toutes les personnes qui parlent de certaines choses, que ce soit de durabilité, que ce soit de futur du travail, que ce soit de manière d'être différente, mais qui au final ne le font pas. Ça reste des paroles, ça reste des professeurs, ça reste des professionnels dans le domaine, mais que si on creuse un petit peu, ils mettent rien du tout en pratique. Et pour moi, ça devient hyper important d'avoir cet alignement entre ce que je fais et ce que je dis aussi. Donc oui, j'essaie d'aller ou de tendre dans cette direction au maximum et de pouvoir justement effacer ces limites-là entre là je suis en train de travailler puis là je suis juste en train de kiffer en fait. Ok, top. Et du coup, est-ce que c'est le plus gros avantage que tu trouves dans l'indépendance aujourd'hui? Je pense vraiment, ouais. L'indépendance, ça te responsabilise. Ou j'ai l'impression en fait, on crée que des individus dépendants. Que ce soit même à travers notre système d'éducation,
où on est vraiment dépendant des profs qui vont nous donner la matière, on n'est jamais habilité à aller chercher nous-mêmes réellement ce qu'on veut apprendre, même si c'est ce qu'on nous dit. Et je pense que c'est ça qui devient hyper intéressant, même si on regarde de manière générale, quand je parle à des personnes, où je vois même cette manière de penser où c'est vraiment un pointage du doigt, tu vois, ah ouais, mais c'est la faute de l'économie, c'est la faute des politiques. Et du coup, de pointer du doigt toutes ces personnes-là, ça nous rend dépendants de toutes ces personnes, de toutes ces institutions. Et je trouve que ça devient bien plus intéressant et bien plus habilitant si on pointe le doigt contre nous et de dire, ok, mais c'est quoi ma propre responsabilité dans ce système-là? Ou est-ce que moi, je suis en train de fermer les yeux? Ou est-ce que moi, je suis en train de faire des compromis? Et est-ce que je suis vraiment en train de représenter le futur que j'ai envie de voir, oui ou non? Je pense que si tout le monde se posait cette question, on serait déjà dans une société relativement différente. Je suis totalement d'accord. Et du coup, à l'inverse, quel est le plus gros inconvénient que tu vois dans ce mode après ce choix-là? Je pense que le plus gros inconvénient, de loin, c'est que je suis toujours et jamais en vacances. C'est vraiment ça. Vu que j'ai la possibilité que mon emploi du temps est 100% malléable et que justement j'ai pas quelque chose qui est fixe et planifié à l'avance et que des fois au jour le jour les choses changent, j'ai vraiment cette opinion là que du coup si tout d'un coup du jour au lendemain quelqu'un me disait genre ah ouais tu veux venir avec moi, on part une semaine je sais pas au Grison et puis on va juste faire du ski, moi je pourrais clairement dire oui, parce que j'ai cette possibilité là de tout transformer en vacances, mais aussi vu que tout est basé sur des choses que je kiffe à fond et qui me passionnent et où j'ai beaucoup de peine à dire non, je suis en train d'additionner beaucoup de projets ou beaucoup de mandats qui au final des fois je me dis genre ah ouais ok peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à justement prendre un petit peu plus de vacances. Et il y a cette dualité justement entre toujours et en même temps jamais en vacances que je trouve qui est quand même un petit peu des fois difficile à naviguer. Top. Est-ce que tu as quelque chose qui t'empêche de dormir? C'est une bonne question. Parce que je suis pas un très bon endormeur. Je m'endors très difficilement. J'ai beaucoup de choses qui se passent beaucoup dans ma tête. Donc il y a tout qui a un potentiel de m'empêcher de dormir. Mais que ce soit un truc hyper débile qui peut juste tourner. Les petits vélos, comme ma maman elle dit. Mais je pense pas, sinon. J'ai des fois des soucis où des fois je me dis ouais mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce qu'on va vraiment réussir à amener tous les changements qu'on a besoin avant de foncer dans le mur? Mais c'est pas que ça m'empêche de dormir, mais c'est juste une question qui est quand même présente tout le temps un peu autour de moi et dans ce que je fais quoi. Ok. Après tout ça, est-ce que tu as déjà pensé à revenir en arrière ou à repartir sur une carrière dite plus standard ou plus sûre ou jamais? Disons pas que c'est un truc qui me traverse l'esprit. C'est pas quelque chose que je vais chercher activement. Mais je pense que si tout d'un coup on me proposait un contrat d'une durée déterminée qui va 100% dans ce que je fais, où j'ai totale carte blanche, où je peux faire absolument ce que je veux, dans un cadre qui me paraît sain, ou dans une direction qui me paraît proche de celle que moi j'ai envie de prendre, pourquoi pas? J'ai pas envie de forcément fermer toutes les portes et de dire genre non, je veux rester indépendant jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est clairement pas dans mes plans à court terme en tout cas. Et du coup c'est juste ça, si tout d'un coup quelqu'un vient avec une offre de ouf, où je me dis genre waouh trop bien, je pourrais faire ça pendant 5 ans, et ce serait une exploration différente de la mienne, où je pourrais mettre peut-être mon activité d'indépendant en parallèle, pourquoi pas? Mais pour l'instant non, sinon si tu me demandes juste si j'ai envie d'appliquer ou de commencer à chercher du taf dans une institution classique, genre non, absolument pas. Ok, ça répond parfaitement à la question. Aujourd'hui, tout au long de ton parcours, est-ce que tu as eu un échec marquant ou quelque chose qui t'a vraiment genre fait réfléchir beaucoup d'un coup et où tu as dû passer par-dessus pour continuer à avancer? Je sais qu'on en avait déjà parlé au téléphone et ça m'avait déjà fait bugger à ce moment-là. Je pense pas que j'ai d'échecs marquants. Ou, enfin oui, j'ai eu des milliards d'échecs dans tous les sens
Et j'en fais encore plein, quotidiennement. Mais c'est juste que plus que de voir ça comme des barrières ou des trucs qui m'ont genre empêché de travailler, c'était juste, je sais pas, des fois ça m'a forcé à faire un petit détour. Du coup, j'ai appris quelque chose de différent de ce que j'attendais, ou j'ai exploré quelque chose d'autre que je pensais pas forcément explorer. Donc je vois pas forcément ça comme étant des échecs où j'ai dû fondamentalement me remettre en question et devoir repenser toute ma vie et qui m'ont empêché d'avancer pendant un certain moment. C'est plus un peu, ouais, bon, je suis peut-être tombé, mais c'était plus, enfin ouais. Peut-être ça m'a permis de voir certaines choses à une différente hauteur, tu vois. En ayant la face par terre, peut-être tu peux mieux voir des insectes, j'ai aucune idée. Parfait, parce que c'est vraiment des gens avec qui j'échange, c'est souvent ce qui revient, c'est que c'est dur de sortir un échec parce qu'ils ne le voient pas comme tel, et c'est toujours des apprentissages au final qui sont peut-être pas les résultats attendus, mais c'est un apprentissage quand même, et du coup, la plupart des gens avec qui j'échange, ben, j'ai le sentiment qu'ils ont cette vision de ok, ça s'est peut-être mal passé, mais j'ai appris ça, et du coup, au final, c'était une bonne expérience quand même. Donc c'est assez cool. Sinon, pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté dans tout ton parcours? Je pense que c'est de pouvoir vivre de ma manière de voir les choses. C'est ouf quand j'y pense. Même du trajet que j'ai fait ces 3 dernières années, c'est assez... Enfin, ça me rend quand même fier de pouvoir justement dire, en fait, je vis pas forcément dans le même système que la majorité des personnes. Et que quand j'ai des conversations, que la majorité des gens sont là, wow, c'est ouf ce que tu fais, je comprends rien, mais c'est genre quand même malade. Et je pense ça, j'aime beaucoup. Et le fait qu'en fait, j'ai réussi jusqu'à un certain point, hein, et que je suis toujours en train de poursuivre cette voie-là, mais de me créer quand même une certaine liberté dans ma vie, en fait, et de pouvoir, bah, justement, m'enlever de ces rails que je m'étais presque mis moi-même, ou qu'on m'avait mis quand j'étais plus jeune, quoi. Ok. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi-même quand tu avais 20 ans, ça serait quoi? Toi, je suis en train d'essayer de me rappeler qu'est-ce que je foutais quand j'avais 20 ans. Mais je pense pas grand-chose. Honnêtement, si tout ça, c'était à revivre en boucle, genre, c'est parti, go. Enjoy, my man. Je pense que c'est tout ce que je dirais. Trop bien. Et dans 10 ans, Théo, il fera quoi et il sera où? Ouah, c'est tellement loin. Tu me dis même l'année prochaine, je pourrais pas te répondre. Alors dans 10 ans... Honnêtement, il y a de fortes chances que je sois toujours par là. Ça, c'est une des choses que je peux te dire. Parce que pour moi, c'est hyper important, aussi après mon master, d'être revenu ici. Dans la région que je connais, avec les gens que je connais, les traditions que je connais, l'accent que je connais, les manières de faire que je connais. Ça devient beaucoup plus authentique d'avoir un impact, ou d'essayer d'avoir un impact dans la région qui m'a créé, en quelque sorte. Ou qui a fait que je devienne qui je suis devenu. Donc, c'est peut-être la seule composante qui est relativement sûre je risque d'être encore dans le coin. Ok, parfait. Qu'avant, tu l'as mentionné, ton unique routine du matin, c'est de te lever un peu plus tard, hein, que la norme. Est-ce que dans ta semaine ou au quotidien, tu as d'autres routines qui se répètent un peu, qui te permettent je sais pas, de bien préparer tes journées ou de te mettre en route bien dans tes projets ou pas du tout, et puis c'est freestyle et puis ça marche pour toi comme ça? Je pense qu'il y a vraiment une grosse composante freestyle. J'ai presque toujours eu un espèce de problème avec la routine, où d'un coup ça devient un petit peu ennuyeux. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'intéresse pas d'être salarié ou d'être dans une entreprise classique, c'est ce rapport à la routine, où tout devient un peu, métro boulot dodo, quoi. J'ai un peu cette association entre routine et puis des choses un peu ennuyantes. Mais je pense que sinon, si on prend dans mon année, peut-être si on zoome en dehors, il y a quand même certaines
certaines périodes où je fais différentes choses. Je pense qu'un truc qui est assez lié à une certaine routine, c'est d'aller me baigner dans le lac, où je kiffe à fond. Surtout l'hiver, où, comme je dis, j'ai assez souvent des pensées où je suis toujours en train de réfléchir à plein de choses dans tous les sens. Et le fait de me mettre dans de l'eau froide, ça me ramène tellement les pieds sur terre que ça, des fois, c'est des bonnes claques à prendre un peu tous les jours, vu que j'ai de la peine à me réveiller en plus. Et sinon, ouais, j'aime beaucoup, ou une des questions qui me tracasse beaucoup là ces temps, c'est quels sont vraiment les rythmes naturels, tu vois, autre que t'es debout à 8 heures, t'as besoin de 8 heures de sommeil, il faut que tu manges ça le matin, tout ça, nanana. Quels sont vraiment les rythmes qu'on avait à l'époque, que nos ancêtres avaient, liés aussi à la nature, tu vois, est-ce qu'on devient plus actif au printemps, on était peut-être encore plus, pour un petit peu gentiment faire moins ou moins l'hiver, aussi par rapport à la détoxification, quels sont les moments intéressants pour justement purifier ton organisme. Justement, j'essaie de faire depuis 3 ans maintenant un jeûne chaque printemps, de me préparer aussi un petit peu à l'été, nettoyer mon corps, un petit peu ralentir le rythme en automne. Ce genre de choses que je trouve sont des rythmes un petit peu plus grands, mais qui me fascinent un peu. Et ce serait ça, plus qu'une question de routine ou de choses que j'aimerais répéter chaque jour, c'est plus un peu ce rapport au rythme. Quel est notre rythme dans tout ce grand rythme naturel? Et en plus, je pense que, encore plus en tant qu'homme, ça devient hyper intéressant et hyper pertinent comme question. Où tu vois, les femmes sont rythmées très physiquement même, avec leurs règles, tu vois, où chaque mois c'est quelque chose qui se répète. Et quel est le rythme pour nous les hommes, en fait? C'est vraiment des choses qui me tracassent un petit peu et que j'aimerais bien explorer. Donc plus des rythmes que des routines. Je pense qu'on pourrait passer de nouveau toute une heure ou plus à parler de ça. Mais c'est super parce que je vois qu'il y a plein de choses qui te passionnent, qui te questionnent, et c'est super d'échanger avec toi là-dessus. C'est trop bien. Est-ce que tu as eu, au long de ton parcours, est-ce que tu as aujourd'hui des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours, soit que tu connais ou indirectement, typiquement des auteurs ou des personnalités publiques, ou que tu connais très bien, ça peut être genre tes parents, enfin ça peut être vraiment hyper varié. Ouais, à fond. Enfin, les 2 premières personnes à qui j'ai pensé, c'était ma tante et mon frère. Ma tante, elle est artiste. Elle a fait d'ailleurs un collier que je porte tout le temps. Et je pense que elle, son rapport au monde m'a toujours beaucoup aidé à garder la tête dehors de l'eau. Je pense que quand j'étais petit, j'étais très rêveur et j'habitais dans beaucoup de mondes différents en même temps, je pense. J'avais un rapport avec le vivant qui était tellement plus fun que ce qu'on m'a inculqué après quand je suis devenu adulte. Et je crois qu'elle a toujours fait en sorte de nourrir ce côté-là. D'être sûr que je perde jamais ce côté un peu enfantin, un peu naïf, et d'avoir un rapport très poétique à la nature et au monde et au vivant, en fait. Et ça, je trouve, ça m'a beaucoup impacté. Et après, mon frère, je pense que c'est la première personne autour de moi qui était vraiment indépendant. Lui, il est graphiste. C'est pas forcément un monde hyper facile non plus. Mais de pouvoir le voir, genre, jongler avec tous ces trucs. Et ouais, d'avoir un peu un exemple d'indépendance juste autour de moi, c'était aussi, je pense, très habilitant. Pour démarrer ma propre carrière, en ayant, tu vois, peut-être un peu quelqu'un sur qui m'appuyer, de regarder, genre, comment est-ce qu'il gère, lui, tous ces trucs. Ou comment est-ce qu'il ne les gère pas. Et de pouvoir un peu m'appuyer là-dessus. Et d'ailleurs, c'était lui aussi qui m'avait aidé pendant on habitait ensemble, là, je viens de déménager, je peux emménager avec ma copine, mais on habitait avec mon frère. Et où justement, au tout début, tous mes contrats étaient annulés, j'étais vraiment en train de me dire, genre, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre? C'est la merde, l'État, il me soutient pas en tant qu'indépendant, surtout que je venais de commencer ma carrière, donc je recevais des broutilles de l'État. Et c'est lui qui était un peu là, mais je sais pas ce qu'il te faut, t'as enfin le monde
enfin le monde que tu détestes, ou le monde financier ou basé sur ce genre de choses, qui est en train de s'écrouler autour de toi, et toi t'es en train de le pleurer, puis j'étais un peu là, ah ouais, c'est vrai que c'est pertinent ce que t'es en train de dire. Donc ouais, enfin c'est cool, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans sa manière d'être et dans son rapport à son travail en fait. Trop bien. Est-ce que tu as un livre ou un film à recommander? Ou que tu recommandes souvent, que ce soit à des potes ou autre? Ouais, à fond. Moi, je kiffe les livres pour enfants, en fait. Du coup, moi, je conseille tout le temps Momo de Michael Ende. D'ailleurs, je l'avais... Pendant mon premier confinement, comme projet assez fun, il y avait des potes qui ont monté une petite radio qui s'appelait Radio 40, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, qui était une radio online, et puis tout le monde pouvait proposer un peu du contenu. C'était surtout pour trouver un peu une plateforme pour tous les artistes et les personnes qui avaient plus de théâtre, plus de concerts, plus ce genre de choses. Moi, je m'étais dit que j'allais lire ce livre, en fait. Et c'est devenu juste un truc où d'abord je lisais, puis après on s'amusait avec ma copine à faire des bruitages et tous les trucs. Et c'est une histoire pour enfants, donc c'est très compréhensible, mais ça a aussi ce rapport hyper poétique à la vie. Et il explique en fait le système économique de manière tellement vulgarisée, mais qui est extrêmement pertinente, que je trouve complètement ouf, que toute personne devrait lire ce livre une fois ou une autre dans sa vie. Trop bien, je le mettrai dans les notes de l'épisode, puis j'essaierai de le lire. Est-ce que tu as une citation qui te parle ou que tu partages souvent? Ouais. J'en ai plein, hein. Je kiffe à fond les citations. Mais d'ailleurs, il y a un livre peut-être aussi que je pourrais conseiller qui est de deux artistes suisses qui sont Fischli et Weiss, ils ont fait juste un livre de questions qui s'appelle Will Happiness Ever Find Me? Et c'est juste des questions qui des fois paraissent un petit peu triviales ou un petit peu bêtes, mais qu'en fait sont hyper profondes. C'est ce genre de citation que je kiffe. J'aurais dû l'amener, comme ça j'aurais pu t'en livrer. Mais sinon, citation un peu kitsch comme ça, je kiffe à fond celle qui est attribuée à Einstein, qui dit qu'on peut pas résoudre les problèmes avec la même manière de penser que ce qui les a engendrés. Et je pense que c'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans mon travail, en disant, en fait, on est en train de réfléchir à tous ces problèmes de la même manière que ce qui les a créés. Il faut juste qu'on change notre manière de penser, il faut qu'on change notre manière de voir les choses et notre rapport à la vie, en fait. Trop bien. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que je ne t'ai pas posée? Non. Tu m'as même demandé comment ça va au début, donc c'était cool. Trop bien. Est-ce que, à l'inverse, tu as une question que tu souhaites me poser à moi? En soi, j'ai plein de questions, mais après, du coup, ça deviendra un interview inversé. Ouais. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Une seule question. Une seule question. Après, on pourra discuter plus tard, en dehors du podcast, si tu veux. Ouais. Moi, je crois que ça m'intéresse aussi à fond vu que tu as cherché à trouver des personnes qui sont un petit peu en dehors ou qui cherchent leur propre voie, qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est-ce que tu t'es dit genre, ok, yes, je vais inviter Théo, ça a l'air pas mal. En fait, ce qui m'a intrigué, c'est... en fait, on se connaît pas du tout. Avant aujourd'hui, on s'était jamais vu, on a eu juste un appel téléphonique. J'ai vu le post Facebook du projet de crowdfunding pour la vigne. Ça m'a intrigué déjà parce que mon père travaille dans le domaine viticole et du coup j'ai ouvert le lien, je suis allé lire un peu quel était le projet et moi-même j'ai fait partie longtemps d'une association, mais c'était une association sportive, donc j'ai donné beaucoup de mon temps, que ce soit pour former des enfants, les entraîner, arbitrer des matchs pour que les matchs aient lieu, sinon ils sont pas lieu. Donc j'ai beaucoup donné pendant une plus ou moins longue période et du coup ça me fascine de comprendre pourquoi je l'ai fait et du coup je me pose j'arrive à comprendre ça en regardant les autres qui font à peu près les mêmes choses, dans le sens qui donnent de leur temps sans attendre rien en retour, qui explorent des choses, qui testent, et puis si ça marche pas,
ils ont kiffé le moment, et puis voilà, puis c'est cool. Et du coup, ça m'intrigue à chaque fois d'essayer de creuser un peu les projets, et puis qu'est-ce qui a fait que le projet existe, ou va exister, quelles étaient les raisons là derrière, et du coup, le fait de creuser un petit peu, j'ai un peu regardé, j'ai vu qu'on avait des gens qu'on connaît en commun, j'ai un petit peu regardé ton profil LinkedIn pour voir un peu le parcours. C'est peut-être bête de faire ça, mais de voir qu'il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas forcément un fil continu qui, on a l'impression, semble standard ou normal, ça m'a intrigué. Et je me suis dit, Théo, il a fait des études. J'ai vu un post sur LinkedIn où tu dis, moi j'ai toujours été un peu premier de classe, ça allait bien. Du coup, c'est assez marrant parce que à l'école obligatoire, j'ai jamais eu de difficulté au niveau scolaire. Et je pense que aujourd'hui, le milieu scolaire, c'est des cases et il faut rentrer dedans. Et il y a des gens qui ont la facilité de s'adapter et du coup, pour qui ça convient dans les normes actuelles. J'en ai fait partie, j'ai l'impression que tu en as fait partie. Mais ça m'intrigue et j'essaie de comprendre pourquoi après, on avait la bonne casquette presque pour continuer dans ces cases-là. Pourquoi on commence à se poser des questions et en fait on en sort totalement et on cherche après notre case idéale ou à construire un peu notre parcours à nous. Et vu que ton parcours n'était pas linéaire, ça m'a intrigué et je me suis dit ça pouvait être une bonne occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau, d'échanger avec lui, et du coup je suis pas du tout déçu, c'était trop bien pour l'instant, et voilà, c'est un peu toutes ces choses qui ont fait que je t'ai proposé de participer. Donc voilà. Est-ce que tu as une personne ou quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe dans un prochain podcast? Tu dis des gens qui font un peu des choses différentes? Pas forcément, dans le sens où je cherche surtout des gens qui sont en totale conscience de ce qu'ils font. Donc si par exemple il y a eu un changement de carrière professionnelle ou par exemple, j'étais en formation avec un gars qui était boulanger à la base, c'était vraiment sa passion, et du jour au lendemain il est devenu allergique à la farine. Du coup c'était un peu compliqué, et du coup il a dû se retrouver une orientation professionnelle, et il l'a choisi en fait, et du coup après il est passé salarié dans le domaine de l'informatique, mais toujours en connaissance de cause et en faisant ses choix. Donc c'était vraiment son choix de partir là-dedans, de se reformer là-dedans. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, il faudrait que je lui écrive. Je crois que maintenant, il donne des cours au niveau informatique dans une école supérieure au Valais. Et du coup, il a tout un parcours comme ça où il a pratiquement tout le temps été salarié. Et du coup, on pourrait se dire, c'est normal. Mais il a eu une réflexion derrière qui l'a mené à se poser des questions à certains moments, à faire des choix. Et c'est plus des gens qui n'ont pas eu genre un parcours où ils étaient, comme tu dis, sur des rails, en roue libre, et qui se sont laissés aller. Et ils attendent juste la retraite à 65 ans. À fond. Là, comme ça, spontanément, je pense à mon pote Pierre Gilles, qui est dans ce projet Prat Bonjour, juste en dessus, là, entre Saint-Léger et Vevey. Okay. Qui font du maraîchage. Ils font de la permaculture, en fait. Du coup, ils ont repris, je crois, c'est 2 hectares de terrain. Et aussi, ils ont les deux arrêté leur job et puis commencé leur projet, quoi. Ça, c'est cool. Top, je te demanderai son contact après. À fond. Est-ce que tu as un réseau ou un endroit où on peut te contacter facilement si jamais on veut échanger avec toi? Pas encore. C'est tout. C'est un projet parmi tant d'autres. J'aimerais bien peut-être avoir une page ou un site internet. Sinon, c'est le classique mail, téléphone, réseaux sociaux. Si t'as de la chance, c'est que je suis connecté. Je sais pas. Plus ce genre de choses. Ok. Je te remercie pour ton temps. C'était super cool. T'es la première personne que j'interviewe comme ça, sans que je la connaisse un minimum. Du coup, c'était hyper intéressant pour moi aussi de comment j'ai préparé un peu mes trucs, de pas savoir trop où aller, comment ça allait partir la discussion. Donc c'était hyper cool.
Je te remercie de ta bonne humeur et puis de ton franc-parler sur les sujets qu'on a abordés. J'ai passé un super moment. Je te souhaite tout de bon pour la suite. Et je te propose de te laisser le mot de la fin par rapport au projet de la vigne, de crowdfunding, qui, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent encore, tu peux laisser ton message. Ouais. Merci. Merci aussi de m'avoir invité. Je remarque que j'étais peut-être un petit peu plus confus et moins chaud au début où je tricotais un petit peu et là, je me sens plus. Ça sort plus facilement. Et sinon, pour la vigne, c'est vrai qu'il nous faut encore un petit peu d'argent et surtout, il nous faut encore une vingtaine de personnes, je crois 27. J'ai regardé ce matin. Pour avoir ce fameux bonus de We Make It. Et nous, notre projet, c'était vraiment de renouer avec nos traditions viticoles, de regarder aussi comment est-ce qu'on faisait du vin à l'ancienne, sans sulfite, sans levure, de regarder juste qu'est-ce qui se passe quand on laisse du raisin fermenter spontanément. Qui est de nouveau, justement, redonner de la complexité à cette boisson qui est autant emblématique dans la région. Donc, si quelqu'un a envie d'embarquer dans l'aventure avec nous, c'est avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à le partager autour de toi s'il t'a plu, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et petit update sur la campagne de crowdfunding de Théo et son association. Ils ont atteint l'objectif, donc félicitations. Mais la campagne est toujours ouverte, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si le projet vous intéresse. En attendant, je vous laisse et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel invité. Ciao ciao!